séance, troisième séance, avec un chapitre donc qui s'intitule Analyse du discours et analyse du moi. Voilà, c'est ça le titre du chapitre, où on voit apparaître un petit peu quand même les prémices des théories lacaniennes, hein, parce que dans les trois chapitres, on n'a pas plutôt parlé de Freud. Là, quand même, des théories lacaniennes, de la structure notamment, je vous expliquerai ça de manière simple, eh bien, on les voit apparaître. Donc, il y a une petite inflexion qui se produit dans ce chapitre. Et puis, dans ce chapitre, il est question de deux personnages centraux. Bien sûr, il y a Lacan et Freud, mais à côté de ça, Lacan parle surtout de deux personnages très importants de la psychanalyse, de femmes. Il parle de Anna Freud, la fille de Freud, et de Mélanie Klein. Mélanie Klein était un personnage extrêmement important de la psychanalyse, hein. Extrêmement important. Ça s'écrit K-L-E-I-N, Klein, et Mélanie. Et donc, elle a laissé plus qu'une trace, hein. C'est vraiment un personnage clé. Beaucoup de gens travaillent encore avec les théories kleiniennes, hein, de Mélanie Klein. C'est pas facile d'ailleurs, hein, parce que ces théories sont compliquées. C'était une femme extrêmement brillante, mais qui a proposé des théories extrêmement sophistiquées. Et qui n'est pas facile de valider, ou de vérifier, s'il vous plaît. Après, quand on a une longue pratique, on voit qu'il y a pas mal de choses qu'elle raconte qui sont vraies, qu'on voit chez les enfants. Et à côté de ça, on parlera aussi d'Anna Freud, dont la théorisation, alors ça c'est moi qui m'engage, hein, ça ne plaira pas à tout le monde, mais la théorisation je la trouve assez pauvre chez Anna Freud, voilà, je dis tel que je pense, hein. C'est la fille de Freud. Pourtant elle a eu des honneurs, elle a été honorée, elle a été une vedette, bien au-delà de ce qu'a été Mélanie Klein, et pourtant elle n'avait pas le quart de l'intelligence de Mélanie Klein. Donc ça ne plaira pas aux Freudiens, aux anafreudiens, comme on dit, que je dise cela, mais c'était une personne très estimable à côté de ça. C'est pas la question, hein. Elle était très estimable, courageuse, etc. Tout ce que vous voulez, elle avait beaucoup de qualités. Mais sa théorisation psychanalytique n'était pas d'une grande richesse, quand même, pour eux. N'achetez pas de livres d'Anna Freud, hein. Oh, bah non. C'est pas de livre d'Anna Freud. C'est pas la peine. Non. De Mélanie Klein non plus d'ailleurs. Mais bah non, parce que ça coûte cher, puis ça vaut. Ils sont compliqués quand même. Ils sont compliqués, hein. Anna Freud et Mélanie Klein sont compliqués, toutes les deux, dans ce qu'elles racontent. Surtout Mélanie Klein. Pour autant, Mélanie Klein, c'est plus intéressant quand même, voilà. Parce que c'est plus proche d'une certaine façon des enfants. Alors que Anna Freud, elle faisait une psychanalyse plan-plan, si vous voulez, quoi. Plan-plan, mémère, quoi. Mémère. Mais elle était honnête, hein. Elle était honnête et travailleuse. Elle travaillait énormément. Elle avait des gens en psychanalyse sans arrêt, surtout en Angleterre d'ailleurs. À partir du moment où elle a exilé toute la famille Freud, pas toute la famille Freud, je vous en dirai un mot tout à l'heure. Une partie de la famille Freud s'est exilée en Angleterre du fait de la guerre des nazis. Ils étaient juifs, hein. Eh bien, elle a commencé à être psychanalyste, parce qu'avant, elle était institutrice. Et donc, elle a pratiqué la psychanalyse pendant très longtemps, pendant beaucoup d'années. Et elle a vu beaucoup d'enfants, surtout des enfants. Et voilà, et après, elle théorisait là-dessus, etc. Mais bon, c'est pas euphorisant, quoi. Pas euphorisant. Donc, chez Mélanie Klein, c'est quand même nettement plus riche. Autrement, oui, un détail qui n'a rien à voir, qui a à voir avec la forme du séminaire. Il peut arriver que je ne puisse pas venir. Aujourd'hui, c'était un peu limite pour moi, honnêtement. Bon, peu importe. En tout cas, vous pouvez le savoir, je vous dis comment le savoir. Il y a un Facebook que j'ai fait moi, dans lequel il n'y a rien, mais il y a le programme du séminaire. Et le Facebook Dr Vallée. Il n'est pas difficile à trouver, hein. Dessus, vous avez d'ailleurs toutes les vidéos des séminaires dessus. Et donc, s'il arrivait que je ne puisse pas venir, pour une raison ou une autre,
ça m'est jamais arrivé en 30 ans, mais bon, ça peut arriver, eh bien, à ce moment-là, je le noterai sur le Facebook. Donc, consultez-le avant chaque séance quand même. Hein. Vous ne vous déplacez pas pour rien, ça m'embêterait que vous vous déplaciez pour rien, sincèrement. Et puis, on va sans doute faire aussi un Facebook pour l'association. Donc, vous le trouverez aussi là-dessus. Il n'est pas encore il est en construction, mais il n'est pas encore fait. Donc quand on l'aura fait, ben, on mettra aussi ce genre d'infos dessus. C'est quand même des infos importantes que vous sachiez si le séminaire a lieu. Et donc si vous ne voyez rien d'écrit sur mon Facebook, c'est qu'il a lieu. Hein. C'est clair et net, c'est qu'il a lieu. Donc, on va... Alors le chapitre 3 de Lacan, donc, et il a un titre un peu sibyllin. Il a un titre un peu sibyllin et un peu... Quand on n'est pas né là-dedans, eh bien on peut se demander ce que ça veut dire, quoi. Analyse du discours et analyse du moi. Analyse du discours et analyse du moi. Hein. C'est ce truc. Donc je vais vous expliquer ça en 2 mots. Je vais vous faire du compact aujourd'hui. Hein. Du compact et puis du plus simple possible. Donc analyse du moi, analyse du simple, comment je prends la formule exacte, analyse du discours et analyse du moi, voilà. Et il commence son chapitre en disant « J'ai l'intention de vous amener dans la région délimitée par la formation du symbole et du discours du moi. » Donc c'est pas évident, hein, ça. Formation du symbole et discours du moi. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, hein? Je vais vous l'expliquer, vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Et je vais utiliser une métaphore que j'ai rincée littéralement à force de l'utiliser. Les anciens vont se dire oh là là encore, mais parce que elle est bien utile comme elle est, quoi. Donc voilà, je vais utiliser ce que je raconte souvent. Quand vous avez une existence dans la vie, hein. Vous avez une existence, et cette existence, elle est bornée. Elle est bornée, c'est-à-dire qu'elle a un début, elle a une fin, cette existence. Et avant votre existence, vous êtes conçu, vous êtes prévu, vous allez arriver. Hein. Même, ne serait-ce qu'un désir d'enfant chez des parents, c'est déjà un peu de votre existence qui est là, même si vous n'êtes pas conçu. Mais c'est des gens qui se disent, par exemple, on va s'aimer, peut-être on fera des enfants. Ben voilà, vous êtes déjà presque annoncé, quoi. Hein. Et donc il y a un ante, il y a un avant de l'existence où vous êtes déjà nommé d'une certaine façon. D'ailleurs, beaucoup de parents donnent des prénoms à des enfants qui n'existent pas. Des enfants qui ne sont pas encore vivants, qui n'ont pas d'existence au sens de l'être. Ce sont des existences embryonnaires, mais... Et donc, vous êtes nommé avant que vous existiez. C'est une chose. Et la deuxième, c'est qu'une fois que vous êtes défunté, que vous êtes mort, eh bien, vous êtes encore nommé, par exemple, sur votre pierre tombale. Sur votre pierre tombale, eh bien, il peut y avoir votre nom, avec votre date de naissance, votre date de décès, etc. Donc vous voyez que ça se prolonge comme ça. Et alors on pourrait se dire, et même on est sûr qu'on peut se dire, que finalement, cette espèce de tronçon là, eh bien, pourquoi il ne se prolongerait pas à l'infini ici et à l'infini ici? C'est même sûr qu'il se prolonge à l'infini ici. Et cette espèce de chaîne infinie de choses nommées, si vous voulez, hein, parce que avant vous, il y a les astres, il y a l'univers, le cosmos, puis après vous, il y a encore les astres, le cosmos, etc. Oui, même si votre pierre tombale ne vous suffit pas, il y a tout ça, il y a l'univers, hein, l'autre des astres, comme disait Lacan. Hein. Et donc, vous avez ici une espèce d'horizon infini d'objets que vous nommez ou que vous ne nommez pas. Bien sûr, pendant votre petite existence, vous allez pouvoir nommer quelques objets, mais pas tant que ça. Hein. Nommer quelques objets, mais pas tant que ça. Bon, enfin, suffisamment pour que vous ne soyez pas trop psychotique ou pas trop névrosé. Hein. Vous allez avoir un stock intéressant d'objets pour pouvoir interagir avec les autres. C'est pas mal déjà. Hein. Mais vous êtes bien loin d'avoir la mainmise, la gestion de tout ça, de cette espèce d'infini cosmique universel des objets. C'est impossible ça, vous ne pouvez pas.
Lacan disait d'ailleurs, il appelait ça le réel, hein. Le réel, on ne peut pas le prendre dans ses bras. On ne peut pas en faire une brassée et l'attraper. C'est impossible. C'est impossible. Et donc, du coup, ben, il faut en faire un petit peu son deuil, quoi, de cette histoire-là, de cet infini-là. Alors, Lacan, cette espèce de ligne infinie que je vous ai dessinée, il appelait ça le symbolique. Voilà. C'est ça le symbolique pour Lacan. Vous voyez, donc c'est pas si compliqué quand même, hein, comme notion. C'est pas si compliqué comme notion. Donc, dans le titre, on a déjà amorcé. Alors, analyse du discours, oui, il appelle ça le symbolique, mais il appelle ça aussi le discours symbolique. Le discours symbolique, ou il appelait ça aussi la structure. Pourquoi est-ce qu'il appelait ça la structure? Pourquoi est-ce qu'il appelait ça la structure? Eh bien parce que il disait, Lacan, que cette ligne infinie là, qui nous précède et qui nous succède, eh bien elle nous détermine. Elle n'est pas sans effet sur nous. Elle nous surdétermine, disait-il même. On ne peut pas en faire l'économie. C'est évident qu'il ne s'agit pas de faire de l'astrologie ou quoi que ce soit, c'est pas ça. Hein. Non, c'est pas de l'astrologie. C'est qu'il y a une structure pas entièrement nommée, loin s'en faut, qui est là avant nous, après nous, et qui nous détermine, hein, qui a une action sur nous, si vous voulez. Hein. Une action sur nous. J'ai souvent pris devant vous des centaines de fois, même l'exemple de quelque chose comme un mur, mais Lacan l'avait pris cet exemple-là aussi, un mur, comme le mur qui est là, par exemple, hein, eh bien, il est fait d'une certaine minéralité, et il est fait de petits cailloux, etc., qui existent peut-être depuis des millions, voire des milliards d'années. Hein. Donc ce mur, qui vous a précédé, hein, depuis un temps immémorial, et puis il vous succédera encore un temps immémorial, même s'il est détruit, il existera toujours dans sa minéralité première. Hein. Ça, il n'y a aucun doute. Et donc, ça a fait poser à Lacan une question étrange. Hein. Il s'est dit, Lacan, mais quand même, ce mur qui est là avant nous, etc., on pourrait le regarder un petit peu en coin quand même, hein, en se demandant, mais qu'est-ce que c'est que ce truc qui est certainement là depuis des milliards d'années avant nous et qui va nous succéder pendant des milliards d'années, ce mur. Ça nous inquiète un peu quand même, quoi. Hein, parce que nous, on a une petite existence de 70-80 ans. Et là, bon, on n'est pas dans la même catégorie, quoi. Hein. Donc on pourrait se demander finalement si cette structure que je viens de vous dire là, ce symbolique là, ben, c'est pas quelque chose qui nous voudrait quelque chose. Hein. On pourrait se demander qu'est-ce que ça nous veut, que cette espèce d'infinité d'objets cosmiques. Ça a une action sur nous, ça nous détermine, mais qu'est-ce que ça nous veut? On pourrait même aller encore plus loin en disant, est-ce que cette espèce d'infinité cosmique là, elle n'a pas une forme de désir pour nous, vis-à-vis de nous? C'est la question que posait Lacan. Hein. Il n'y répondait pas vraiment, mais je disais, on pourrait se demander si c'est pas le discours de l'autre, avec un grand A, comme il disait ça, hein, ce discours-là, de cet infini absolument impossible à appréhender. D'ailleurs, vous savez, quand il y a des gens très angoissés pour des raisons qu'on ne comprend pas, c'est souvent pour ces raisons-là, celles que je viens de vous donner, hein. C'est parce qu'ils n'ont plus cette maîtrise. Parce que nous avons une certaine maîtrise de ça. Comment? En l'ignorant, d'une certaine façon. En le déniant, en le refoulant. On ne passe pas notre vie à nous dire « Ah oui, il y a le cosmos qui nous détermine, l'univers, etc. » Bon, et puis on ne va pas se mettre à flipper pendant 90 ans. Donc voilà, on a des capacités de refoulement, de résistance, de dénégation qui font qu'on ne s'en fait pas trop avec cette histoire-là. Mais de temps en temps, on peut avoir des petites pointes d'angoisse, hein, liées à cette espèce d'infini de l'univers qui nous regarde, qui pourrait avoir quelque chose comme une envie ou un désir par rapport à nous, mais on ne sait pas quoi. Hein. Et donc parfois on voit des gens délirer avec ça. Hein. On voit des gens délirer, des gens souffrir de psychose paranoïde, et décompenser sur ces thèmes-là. On voit ça. Et quand on connaît un peu Lacan, on comprend un peu pourquoi. Hein, parce qu'on comprend un petit peu que l'inquiétante étrangeté, comme l'appelait Freud, elle vient de là. Hein, elle vient de là. Donc, ce petit schéma, je vous l'ai fait pour expliquer l'entrée en matière
du chapitre, parce que c'est comme ça qu'il commence. Hein. C'est comme ça qu'il commence en disant « J'ai l'intention de vous amener dans la région délimitée par la formation du symbole. » La formation du symbole, eh bien, la formation du symbole, eh bien, on pourrait dire peut-être qu'elle se forme ici à la naissance, par exemple. Hein. Vous allez commencer à nommer des choses, vous allez faire du symbolique. Et puis du coup, en formant du symbole, vous allez construire quoi? Vous allez construire... Former du symbole, ça veut dire que vous allez vous approprier des objets. Vous allez vous approprier des objets. Votre mère, pour commencer, hein, votre mère, pour commencer. Quand un enfant est tout petit, qu'est-ce qu'il va s'approprier en premier? Ben, c'est sa maman. Hein. Le sein de sa maman tout entière, etc. Et donc, on s'approprie des objets que l'on fait siens. Et donc, la formation. Alors, une fois qu'on s'est approprié un certain nombre d'objets, qu'on a un certain nombre d'objets de qualité, si je puis dire, hein, on a un stock qui est valable, quoi, un peu comme un stock de vocabulaire, si vous voulez, quoi. Et donc, là, du coup, on peut faire de la syntaxe, on va parler, etc. Et donc là, on commence à constituer notre moi. On commence à constituer notre moi. C'est normal. Vous voyez, c'est très simple, finalement. Hein. On commence à constituer notre moi parce qu'on a un stock d'objets que l'on a nommé maman, papa, manger, etc. Eh bien, suffisamment bonjour, voilà, suffisamment qualitatif pour s'intégrer dans le monde avec sa propre personnalité, avec son propre moi. Vous voyez? C'est simple, hein, ça. Je trouve hein, que c'est simple. Alors, oui, parce que par rapport au titre, vous voyez que ça, du coup, le titre s'éclaire quand même un peu plus, je trouve. Hein. Parce qu'il dit analyse du discours et analyse du moi. Bah oui, vous voyez, analyse du discours. Le discours, c'est ça. Le discours, c'est l'infini des objets que nous n'appréhendons pas, ou une petite partie. Et le moi, au bout de la chaîne, il est ici, dans mon schéma, vous voyez. On part de là, et on arrive là, au moi. Donc ça explique le titre. Symbolique, moi. Là, le lien, il est fait. Hein, de manière simple, j'espère que je ne vous ai pas embrouillé, hein, parce que c'est quand même relativement facile, ça, hein, quand même. Hein. Après, vous savez, il y a des gens qui peuvent vous théoriser sur le moi pendant 25 années, de manière stérile, des choses ultra compliquées, qui ne servent à rien du tout, on va s'emmerder avec ça. Il faut rester dans des choses comme ça, assez robustes, si vous voulez, quand même. Hein. Assez robuste, parce que c'est quand même avec des choses assez robustes comme ça qu'on travaille. Enfin, personnellement, je travaille pas comme tout le monde ne travaille pas comme moi, bien entendu. Je n'ai pas cette prétention-là, mais la rusticité de cette approche fait qu'elle est on peut s'en servir, quoi. Voilà, on peut s'en servir. Elle est assez simple à convoquer lorsque l'on suit un enfant, par exemple. On peut tout de suite voir, par exemple, s'il a un moi relativement bien constitué. Et s'il a constitué, du fait qu'il aurait constitué un stock d'objets d'assez bonne qualité, qui lui permet d'avoir une syntaxe vitale nécessaire à l'altérité, nécessaire à la relation avec l'autre. Voilà, donc c'est pas effrayant tout ça. Loin s'en faut. Donc qu'est-ce qu'il nous raconte après Lacan? Alors il dit, c'est un moi. C'est au moi du sujet que nous avons affaire. Ben oui, c'est sûr que c'est au moi du sujet que nous avons affaire. Quand on fait une psychothérapie, psychanalytique ou pas, c'est quand même au moi du sujet à quoi l'on a affaire. Mais il dit, c'est pas évident parce que ce moi-là, il est dans l'embarras. Le moi n'est pas une fonction autonome, car il est un maître d'erreur, le siège des illusions et de la méconnaissance. Ben oui, parce que le moi, vous ne pouvez pas prétendre que vous avez un moi durablement défini, stable, parfaitement conquis, dont vous êtes absolument sûr des limites inférieures et supérieures. Ça voudrait dire finalement que si vous prétendiez avoir un moi impeccable, ça veut dire que vous pourriez vous dire « je me connais parfaitement, je sais parfaitement qui je suis, de A à Z hein ». Mais ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, c'est entaché d'erreurs, d'imaginaires, de tout un tas de trucs, d'errances de toutes sortes, et c'est ce que dit Lacan. Hein.
Le moi n'est pas une fonction autonome, car il est un maître d'erreur, siège des illusions et de la méconnaissance. Vous voyez, c'est erreur, illusion, méconnaissance. Ce qui veut dire que lorsque l'on va travailler avec un enfant, par exemple, au moi un peu naissant, ben ça ne va pas être facile parce qu'on sait très bien qu'à l'intérieur de son moi, il va y avoir tout un tas d'illusions, de méconnaissances, de faux semblants, d'errance de sa personnalité, etc. Donc il va falloir être très attentif, bien écouter, hein, ne pas se dire il est exactement ce qu'il vient de dire l'enfant. Non, non, il n'est pas exactement ce qu'il vient de dire. Hein. Déjà, vous pouvez vous dire que vous l'avez suggestionné largement, ce que dit Lacan souvent. Mais et donc il ne va pas se présenter à vous avec une vérité définitive, l'enfant. Dans ces cas-là, d'ailleurs, s'il se présentait avec une vérité définitive, eh bien, il n'y aurait même pas besoin de faire des soins. C'est bien parce que le moi est le maître des erreurs, comme dit Lacan, et le siège des illusions, qu'il y a bien besoin de soins pour un enfant. Hein, pour un adulte, c'est pareil d'ailleurs. Pour un adulte, c'est pareil. Tout ça fait que on ne va pas si bien que ça. On ne va pas si bien que ça parce que notre moi n'est pas établi, si vous voulez, comme un bourgeois dans sa société. Hein. Un bourgeois tranquille dans sa société, qui a une femme, une belle famille, des enfants, une cheminée avec du feu, des chiens, etc. Et un gros ventre. Et bien, voilà, il n'y a rien besoin de plus. Eh bien, le moi, lui, n'est pas un bourgeois tranquille, repu, rotant. Non, non. Il n'est pas comme ça. Et c'est pas plus mal d'ailleurs, parce que comme ça fait travailler les psychanalystes. Hein. Et puis les psychothérapeutes, voilà. Alors, il nous parle un petit peu d'Anna Freud. Je vous en parlerai un peu plus longuement d'Anna Freud, la fille de Freud. Mais il nous parle tout de suite d'Anna Freud, là, comme ça. Alors, je suis bien obligé de vous en parler. Parce qu'il dit, Anna Freud, elle pense que le moi du sujet, dans le moi du sujet, que le moi du sujet, c'est très stable. Elle fait l'erreur de ne pas penser comme cela. Elle pense que le moi est stable, la plupart du temps, parce qu'à l'intérieur du moi, il y aurait comme un petit homme qui guiderait le moi. Petit homme dans l'homme. C'est ce que dit Lacan, hein, ça. C'est évidemment pas Anna Freud qui dit ça, hein, elle-même. Vous imaginez Anna Freud dire ça? Moi, je pense que le moi, c'est un petit homme dans l'homme. Elle aurait fait rigoler dans les chaumières. Mais non, non, non. C'est Lacan qui dit ça. Elle était... Je dis pas qu'il... Enfin, il dit presque qu'elle était niaise, quoi. Ça n'en est pas loin, quoi, hein, de dire que c'était de la niaiserie que de penser que le sujet se dirigeait lui-même dans la vie parce qu'il avait une sorte de petit bonhomme en lui-même qui le guidait, quoi. Voilà. Dans son moi. Il y avait un moi dans son moi, quoi, pour le guider. Donc Lacan, on dit ça lui fait rigoler, lui, hein, ça, ce genre de truc. Hein. Et Mélanie Klein, alors n'en parlons pas. Hein. Mélanie Klein et Anna Freud avaient des théories très opposées, au point qu'elles ont failli se foutre sur la gueule plusieurs fois, physiquement. Il fallait les séparer. Hein. Il y a eu un jour, je vous en parlerai plus longuement, mais il y a eu un jour un bombardement à Londres, parce qu'elles étaient toutes les deux hein, pendant la guerre à Londres. Et donc Mélanie Klein était là depuis plus longtemps, enfin Anna Freud est arrivée après. Et il y a eu un bombardement terrible. Elles étaient en train de se battre, de se disputer sur des concepts, mais vraiment comme des chiffonniers, quoi. Hein. Et au point qu'elles ont commencé à en arriver aux mains, alors que les bombes leur tombaient autour, hein, dans un fracas épouvantable. Et il a fallu que le psychanalyste Donald Winnicott, qui était là, les sépare et leur dire, mesdames, mais vous êtes complètement cinglés, aux abris, hein, dans les métros, c'est peut-être pas le moment de vous écharper. Il faudrait choisir un moment plus opportun, quoi. Hein. Donc voilà, c'était... Lacan dit d'ailleurs qu'elles avaient elles menaient des combats mérovingiens entre elles. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce qu'étaient les mérovingiens, mais les mérovingiens, c'était Clovis. Hein. Et Clovis, c'était quand même Clovis Ier, roi des Francs. C'était quand même un personnage, qui a pour arriver au pouvoir, massacré les 3/4 de sa famille, tué la moitié de ses amis, c'est-à-dire qu'il tuait tant qu'il pouvait, quoi, pour arriver au pouvoir. Clovis, il est arrivé d'ailleurs, hein. Il est arrivé, mais il a
fait un massacre épouvantable, pire que les Borgia. Les Borgia, c'est des enfants de cœur à côté de Clovis. Hein. Et donc, effectivement, on peut faire cette métaphore en disant qu'Anna Freud et les bénédictins avaient des batailles mérovingiennes à la Clovis, quoi. Hein. À la Clovis. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit à part? Oui, petit homme dans l'homme. Alors oui, c'est ça, le petit homme dans l'homme, et Lacan se moque un peu d'elle en disant, oui, elle pense qu'il y a un petit homme dans l'homme qui dit au moi du sujet la célèbre phrase, je vais vous dire d'où elle vient, « Père, gardez-vous à gauche, gardez-vous à droite. Père, gardez-vous à gauche, à droite. » Alors, qui c'est qui a prononcé cette phrase-là? Eh bien, c'est le roi Jean II le Bon. Le Bon. Qui n'était pas si bon que ça, d'ailleurs. Hein. Jean II le Bon. Alors, Jean II le Bon, lui, c'était vers 1450 par là. Je vous le fais à la louche. Hein. Parce que c'est la date exacte de Jean le Bon, je ne les ai pas exactement, mais autour de 1450. 1450, Jean le Bon. Et il a dit ça, où ça, quand? Il a dit ça à la bataille de Poitiers. La bataille de Poitiers, il ne faut pas confondre avec la bataille de Poitiers de Charles Martel, hein, c'est pas la même. La bataille de Poitiers, à cette époque-là, hein, en 1400 et quelques, donc à la bataille de Poitiers, qui a eu lieu, on ne sait pas trop où, il y a des gens qui disent qu'elle a eu lieu dans la Vienne, du côté de Châtellerault, il y en a qui disent qu'elle a eu lieu à Ballon-Miré même, des fois on l'appelle la bataille de Tours. Hein. Et donc, Jean le Bon, eh bien, il s'est affronté à qui? Aux Anglais, aux Anglois de l'époque. Et les Français étaient beaucoup plus nombreux. La troupe de Jean le Bon était beaucoup plus nombreuse que celle des Anglais. Ils étaient 15 000 les Français, les Anglais étaient 7 000. Et pourtant, on s'est pris une dérouillée de première. Hein, on s'est pris une veste colossale, parce que Jean le Bon, il était un petit peu un fonce-dedans, quoi. Hein. Allez, on rentre dedans! Alors, il lançait ses 15 000 hommes sur les Anglais, mais les Anglais, ils étaient derrière des talus, avec des archers, ce qu'on n'avait pas, nous, à l'époque. Et donc, ils ont tué pratiquement tous les Français, rien qu'avec des flèches, en ne se déplaçant pas. Eux, ils n'ont pratiquement pas eu de mort. Et ça a été une débâcle épouvantable, cette bataille de Poitiers, de Jean le Bon. Du coup, ce qui fait qu'à la fin de la bataille, il était là avec sa hache. Jean le Bon, il était courageux quand même, hein. Pas dire le contraire. Il était là avec sa hache et il taillait du Anglais tant qu'il pouvait. Mais lui, il se faisait tailler aussi. Hein. Il était ensanglanté, c'était plus qu'un tas de chair à la fin quasiment. Et son fils, qui s'appelait Philippe le Hardi, qui n'avait que 14 ans, ce n'était pas énorme, hein, et qui était là en train de se battre aussi, lui disait « Père, gardez-vous à gauche, Père, gardez-vous à droite ». Parce que ça lui arrivait de partout. Hein. Ça lui arrivait de partout. D'ailleurs, il a fini par se faire choper, Jean le Bon. Les Anglais l'ont attrapé parce qu'ils l'ont reconnu parce qu'il avait un haume et puis une cotte de maille recouverte d'hermine bleue. Ah, évidemment, il dit ça, c'est le roi de France, ça. Ouais, c'était pas très malin. Hein. Il aurait pu mettre un casque, une capuche, pour se cacher. Mais non, il l'a pas fait. Donc, du coup, voilà, il s'est fait choper. Il s'est chopé, puis il est parti en Angleterre. Hein. Il a eu beau se garder à droite, se garder à gauche, grâce à son fils Philippe le Hardi. Ça n'a pas suffi. Il s'est fait choper, il est parti en Angleterre pendant plusieurs années, puis il a été racheté avec des rançons et tout ça. Bon. Voilà. C'est pas un cours d'histoire, mais je vous le cite parce que c'est pas intéressant de citer la phrase de Lacan, Père, regardez-vous à gauche par des gosses, si on ne sait pas d'où elle sort. Hein, c'est quand même mieux de savoir d'où elle sort. De ce sacré Jean le Bon, là. Il combattait le roi d'Angleterre qui était Édouard III à l'époque. Hein. Édouard III et le chevalier noir, hein, le prince noir, qui était beaucoup plus rusé que nous, hein, finalement, parce qu'on s'est fait étriper, quoi. Alors que Charles Martel, lui, dans la première bataille de Poitiers, c'était la première bataille de Poitiers, c'était en 700 et quelques, c'était 700 ans avant la deuxième bataille de Poitiers. Hein. Et donc Charles Martel, lui, par contre, il a gagné. Hein, une victoire contre les Arabes qui montaient vers le nord de la France, quoi, qui essayaient d'envahir la France. Et donc il les a étripés. Donc il y a eu une gagnée, une perdue, à 700 ans d'intervalle. Voilà. Alors, ah oui, alors c'est ça. Il dit Anna Freud, elle était partisan donc d'un moi bien constitué, etc., impeccable, quoi, un moi comme neuf qui sort d'usine, quoi. Hein, il n'y a pas de pièce à écoute, ça décolle pas dans le moi du sujet, etc. Ça roule,
ça roule. Et Lacan dit, on aurait pu l'appeler le fil à plomb de la psychanalyse. Anna Freud, le fil à plomb de la psychanalyse. Hein, pour sa verticalité définitive, quoi. Hein. Le fil à plomb. Alors il rajoute Lacan, mais il aurait fallu qu'elle ait quand même quelques autres outils, au moins un niveau à bulle. Hein. Donc il n'est pas tendre avec elle. C'est un peu ironique, quoi. C'est un peu. C'est pas méchant. C'est un soupçon ironique quand même et railleur. Voilà. On voit tout de suite qu'il ne la tenait pas dans une estime colossale, quoi. Anna Freud. Il avait une estime colossale pour Freud, pour Sigmund Freud, mais pas pour Anna. Il faut dire que les bouquins d'Anna, ils sont chiants. C'est pas permis. Ah oui. Il y a quelque chose qui est intéressante, si un jour vous avez des sous et vous pouvez vous l'acheter, c'est la correspondance. C'est curieux, hein, il y a eu une très grande correspondance entre Sigmund Freud le père et Anna sa fille, alors qu'ils habitaient au même endroit. Enfin, ils voyageaient. Plus de 350 lettres quand même. Hein. 350 lettres entre... Freud a écrit dans quelques 20 000 lettres. 20 000 lettres. Et avec sa fille, donc, une correspondance qui a été éditée il n'y a pas longtemps. Parce que je ne sais pas pourquoi, il y avait des interdits. Et toutes ces lettres étaient à la bibliothèque de Washington, qui est la plus grande bibliothèque du monde. Et toute l'œuvre de Freud est là-bas. Et donc de temps en temps, ça sort parce que les interdits sont levés, je ne sais pas pourquoi. Et du coup, maintenant, on peut avoir accès à ces correspondances. Et c'est pas inintéressant parce que c'est beau. C'est beau, les correspondances de cette époque-là, elles sont belles. Anna Freud écrivait quand même très bien. Freud écrivait admirablement bien. Donc les correspondances sont étonnantes. C'est très littéraire, quoi. C'est littéraire, c'est romanesque, c'est très beau. Malheureusement, ça parle beaucoup des maladies. Parce que à cette époque, avant la guerre, hein, dans les années 20, 30 et même avant, ben vous savez bien qu'il n'y avait pas de médecine. Hein. Il n'y avait rien en fait, il n'y avait rien du tout. Les gens se soignaient avec du mercure, ils se soignaient avec des saignées, encore comme au Moyen-Âge. Et donc les gens crevaient. Dès qu'ils avaient une petite infection, une grippe, ben c'était fini. Hein. Une bonne grippe, et puis hop, tout le monde partait. Hein. Donc, vous voyez, c'était quand même pas... Et donc ils se parlaient beaucoup de ça dans leurs lettres. Comment vas-tu? Est-ce que tu n'es pas morte? Parce que c'était tellement fréquent que à la limite, donc, mais les échanges sont intéressants, ils sont émouvants, quoi. Les correspondances, c'est un truc qui vaut le coup d'être acheté quand on a un peu de sous, parce qu'elles sont assez chères, honnêtement. Hein. C'est des éditions assez luxueuses. Et puis en fait, c'est des pavés quand même, hein, parce que 300 lettres, il faut les contenir. Donc c'est des pavés, donc ça coûte assez cher. Mais bon, c'est des achats. Ça se lit, c'est très agréable à lire, quoi. Franchement. Hein. Et puis ça nous fait revivre une autre époque. On revient au début du 19, à la fin du 19e, et puis au début du 20e, quoi. On revient à ces époques-là. Puis l'époque d'avant-guerre, les deux guerres d'ailleurs, les deux guerres, la première et la deuxième. Donc, oui, alors... Oui, alors, il évoque une... Pour critiquer Anna Freud, il évoque une psychothérapie qu'Anna Freud avait fait d'une jeune fille, une vingtaine d'années, je crois, même peut-être un peu plus jeune, et qui, Anna Freud, qui l'avait en psychanalyse, donc, voilà, évoquée par Lacan, a eu une façon assez particulière de la prendre en charge et de résoudre ses problèmes, qu'elle n'a d'ailleurs pas résolus. Parce que cette jeune fille, qu'est-ce qu'elle avait comme problème? Son problème majeur, c'était qu'elle était très angoissée. Très angoissée. Hein. On ne connaît pas son nom. Hein. Peut-être que des gens la connaissent. Moi, je n'ai pas son nom. On l'appelle la jeune fille. Voilà, je sais pas. Mais c'est un exemple qui est connu. C'est connu, hein, cet exemple d'Anna Freud, c'est connu. Donc, elle était très angoissée. Cette jeune fille, c'était la marque de sa symptomatologie. Angoissée. C'est pour ça qu'elle consultait Anna Freud, d'ailleurs. Parce qu'elle était dévorée par l'angoisse, elle était mal tout le temps, quoi. Voilà. Et donc, Anna Freud lui disait de raconter un petit peu son histoire, bien entendu. Et lorsqu'Anna Freud ne lui parlait pas de l'angoisse, lorsqu'Anna Freud évitait de lui parler de son symptôme,
cette jeune femme était extrêmement affable, gentille, vraiment sympathique, communicante, souriante et tout ça. Et puis, dès que Anna Freud lui disait, mais vous avez quand même un symptôme qui est l'angoisse. Alors, dès qu'elle disait ça, Anna Freud, la jeune fille se déchaînait dans un torrent de moquerie vis-à-vis d'Anna Freud. C'est curieux, hein? Mais vraiment quelque chose de très agressif, quoi. Hein, un fleuve d'ironie vis-à-vis d'Anna Freud. Donc Anna Freud, elle était un peu emmerdée quand même, parce qu'elle se disait, ben, il faut bien que je lui parle sur l'angoisse quand même, vu que c'est ce symptôme. Donc si à chaque fois elle réagit en me balançant de l'ironie, de la moquerie, etc., ça va pas être simple, quoi. Hein. Ça va pas être facile. Donc, elle a quand même, au bout d'un certain temps, en lui parlant de son... Alors, parce que cette jeune fille, elle avait une identification, une espèce d'amour identificatoire à son père. À son père. Et ce père, justement, il avait une manière d'être qui vient fort à propos, parce qu'il passait son temps à se moquer de sa fille, justement. Ce père-là. Il se moquait de sa fille, souvent. Peut-être pas méchamment, hein, mais enfin, quand même, il était un peu persifleur, quoi. Il se moquait de sa fille. Et pourtant, sa fille, cette jeune fille, avait un amour très tendre, un amour fort pour son père, malgré cela. Malgré ça. Au point qu'elle s'identifiait à son père. S'identifier à quelqu'un, ça veut dire vouloir être comme quelqu'un. Hein. C'est ça l'identification. Hein. Vous savez, on en fait toujours un plat avec les identifications en psychanalyse, mais c'est pas compliqué une identification, c'est vouloir être comme quelqu'un. C'est simple. Hein. Donc elle voulait être comme son père, voilà. Elle s'identifiait à son père, donc ça veut dire qu'elle voulait être comme son père. Et donc d'une certaine façon, elle y réussissait, d'une certaine façon, puisque si Anna Freud parlait de l'agressivité, de l'angoisse, pardon, eh bien du coup, elle pouvait se moquer, elle aussi, d'Anna Freud. Et donc, Anna Freud a fini par lui faire entendre, quand même, que eh bien, ces moqueries, là, tout ça, ces moqueries, c'était des systèmes de défense. Ces moqueries qu'elle balançait à Anna Freud, c'était une manière de se défendre contre le fait, justement, de parler du symptôme. C'est une défense. Pour ne pas parler du symptôme. Et en lui parlant de son père, Anna Freud, en lui parlant de son père qui se moquait d'elle, eh bien, elle a réussi à lui faire quand même, au bout de longtemps, à lui faire admettre eh bien, qu'il y avait un lien entre ses moqueries et son angoisse. Du coup, cette jeune fille, elle a un petit peu abdiqué et elle a accepté d'être enfin psychanalysée sur le fond par Anna Freud, parce qu'elle a pu faire le lien entre son angoisse et puis finalement son identification à son père. Donc elles ont pu travailler ça. Mais qu'est-ce que dit Lacan par rapport à ça? Parce que c'est assez simpliste. Hein. Il dit, ça c'est n'importe quoi. Voilà ce qu'il dit Lacan. Alors est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort? Moi j'aurais tendance à penser qu'il a raison. Mais bon, il dit c'est n'importe quoi parce que, si vous voulez, cette identification à son père et ses angoisses, c'est Anna Freud, d'une certaine façon, qui lui a suggéré. Pourquoi? Parce qu'Anna Freud, elle avait une très forte identification à quoi? À son père. Son père. Au point même qu'on pourrait se demander si elle n'était pas amoureuse de Sigmund, Anna. Et donc finalement, dans la construction qu'elle a faite par rapport pour cette jeune fille-là, elle n'a fait que reproduire sa propre identification à son père. Elle lui a dit, mais vous voyez bien, c'est ça, vous identifiez à votre père qui vous moque de vous, qui se moque de vous.
Et en fait, le prototype de cette explication, c'était le fait qu'elle-même, Anna Freud, s'était trop fortement identifiée à son père. Trop fortement identifiée à son père. Et donc, Anna Freud plaçait dans la compréhension du problème de cette jeune fille, eh bien, sa propre compréhension. Elle mettait à la place de la compréhension de la jeune fille sa compréhension à elle par rapport à son père. Donc, Lacan dit que c'était parfaitement stérile. C'était parfaitement stérile ce protocole. Ben oui, parce que vous n'êtes pas là pour penser à la place du patient. Hein. Vous n'êtes pas là pour penser à sa place. Donc Anna Freud n'était pas en droit de se dire, bah, puisque moi j'ai une identification très forte à mon père, je suis amoureuse de mon père, et ben l'autre c'est exactement pareil, c'est nécessairement pareil la jeune fille. Hein. Donc elle se plaçait là comme si elle était en terrain conquis et que ce qui se produisait, eh bien c'est ce qui lui était arrivé à elle. Donc elle expliquait les choses par son propre moi. Hein. Du coup c'était très limité. Lacan dit c'est stérile. Ça peut pas aller loin puisque à partir du moment où elle a décrété Anna Freud et que c'était l'identification à son père que l'on retrouvait chez la jeune fille, ben c'était terminé, la messe est dite, hein. Il n'y a plus rien à dire après. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Effectivement, c'est totalement stérile. On ne peut plus avancer. On ne peut plus avancer. Ça ne sert plus à rien. Parce que c'est la compréhension propre d'Anna Freud qui se substitue à la compréhension de la jeune fille. Vous voyez? Donc vous voyez qu'elle travaillait comme ça, Anna Freud, et évidemment ça ne pouvait pas plaire à Lacan, c'est évident. Et elle travaillait comme ça tout le temps, hein. C'est pas ce petit bout d'observation-là, ça n'est pas une comme ça isolée, c'était tout le temps comme ça. Alors elle dit, alors oui c'est ça, il faut que je vous reprenne un petit peu le schéma que je vous ai fait là tout à l'heure. Je vais reprendre le petit schéma que je vous ai fait au tout début pour vous expliquer l'erreur d'Anna Freud. Et en même temps, ça va vous expliquer quelque chose de Lacan qui est intéressant. Donc, quand vous êtes au début de votre existence, vous n'êtes pas encore vraiment né, quoi, hein, ou alors vous êtes minuscule. Bien, vous êtes un corps, d'accord? Vous êtes un corps qui ne parle pas. On dit ça, un corps infants. Quand on parlait des enfants d'Espagne, ça voulait dire les enfants, les tout petits enfants qui ne parlaient pas encore. Ça voulait dire ça, hein, les enfants d'Espagne. Ça ne voulait pas dire les enfants d'Espagne, ça voulait dire ceux qui ne parlent pas. Donc, vous avez un corps qui ne parle pas, et donc, si vous avez un corps qui ne parle pas au tout début de votre existence, vous ne pouvez pas, faire la connaissance de l'autre. Il n'y a pas d'altérité, hein, puisqu'il n'y a pas de communication langagière. C'est pas possible. Hein. Donc, il faut que le corps, eh bien, il envoie quelque chose d'autre que cette masse de chair, simplement, non parlante. Et c'est ce que Freud et Lacan ont appelé le moi idéal. Pourquoi il l'a appelé comme ça? Pour une raison très simple. C'est parce que c'est le premier moi qu'il est encore globalisé, si vous voulez, qu'il est encore intact, hein, et qu'il est encore tout-puissant, surtout. C'est ça. Hein. Vous pouvez remarquer ça, c'est chez les tout petits enfants. Hein. Les tout petits enfants qui ont quelques mois sont dans la toute puissance par rapport à leur mère. Leur mère doit s'exécuter dès qu'ils ont faim, des choses comme ça. Dès qu'ils sont en colère, les mamans doivent venir les bercer. Dès qu'ils pleurent dans leur lit la nuit, il faut que la maman y aille, etc. Ce sont des espèces de petits tyrans, si vous voulez, hein, qui ont un moi extrêmement fort et qui est un moi intraitable et un moi qui ne dialogue pas. Hein. Qui donne des ordres, si vous voulez. C'est un moi essentiellement narcissique. On parle du tout petit, là. Hein. Donc, vous vous doutez bien que, aussi bien que le corps qui ne parle pas, on ne peut pas y rester, on ne peut pas rester non plus un moi idéal. Hein. Si on reste comme un moi idéal, on est complètement à côté de la plaque. Hein. Vous imaginez que vous resteriez avec le même comportement qu'un tout petit bébé pendant tout le reste de votre existence? Ça ne le ferait pas vraiment. Hein. Donc il va falloir avancer. Alors on va avancer. Et Lacan dit, par la suite, on a tendance à quitter un peu cette enveloppe du moi idéal, qui est une espèce de perfection illusoire, hein, une perfection illusoire,
Eh bien, pour aller vers quelque chose qu'on a appelé l'idéal du moi. Alors ça paraît bizarre parce que ça se ressemble, mais ce n'est pas exactement la même chose. L'idéal du moi, par rapport au moi, c'est que vous cherchez, au travers de l'autre, à vous construire un moi le mieux possible, voilà, le mieux possible, hein, le mieux foutu possible, qui vous plaît, quoi, qui vous plaise éventuellement, hein, l'idéal du moi. L'idéal du moi, c'est une espèce de visée, si vous voulez, hein, à l'horizon de vous-même, en vous disant, il faudrait que j'essaye d'être le plus possible quelqu'un de bien, par exemple, hein, quelqu'un d'honorable, d'intelligent, qui a de la culture, etc. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Qui est civilisé, hein, qui n'est pas un barbare, etc. Donc ça, c'est l'idéal du moi, qui est ici. Donc vous pourrez après, tout le temps. Alors il est évident que cette manœuvre du moi idéal à l'idéal du moi, elle est éternelle. Vous n'arrivez jamais à l'aboutissement de votre idéal du moi, à la perfection de votre idéal du moi. Vous n'y arrivez pas. C'est d'ailleurs souvent ce que l'on dit aux gens en psychothérapie. Hein. On leur dit, ben, vous savez, vous faites beaucoup d'efforts, c'est louable, vous êtes courageux, vous venez vous parler de vous-même ici, c'est bien, etc. Mais sachez que vous serez toujours dans la frustration par rapport à cet idéal du moi qui ne se concrétisera jamais dans son totalité. Il peut se concrétiser partiellement, hein, quand on a des grands bonheurs dans la vie, des grandes joies, quand on a des sublimations magnifiques dans l'art ou dans autre chose, eh bien, on touche un peu du doigt l'idéal du moi, quoi. Jamais complètement, mais on le touche quand même un petit peu. Donc il y a des qualités de vie qui sont différentes d'un individu, d'un sujet à un autre, quand même. Alors, ce qu'il disait par rapport à cet idéal du moi, là, cet idéal du moi, eh bien, c'est quand même quelque chose de très personnel. C'est quelque chose de très personnel. L'idéal du moi de votre voisine d'amphithéâtre ou de votre voisin n'est pas le même que le vôtre. Vous n'avez pas les mêmes visées, les mêmes espoirs, les mêmes espérances pour vous-même, les mêmes soucis de perfection, d'atteindre le bonheur, etc. Et donc, ce que reproche Lacan à Anna Freud, c'est qu'il dit, Anna Freud, eh ben, elle avait un idéal du moi aussi. Il ne faut pas lui reprocher ça. Elle avait un idéal du moi. Mais le problème, c'est que ça, si on suppose que celui-ci, c'était l'idéal du moi de la patiente, de sa patiente, la jeune fille, eh bien, on peut se dire que, finalement, Anna Freud, qui est ici, elle a mis à la place de l'idéal du moi de la jeune fille le sien. Elle a dit, oui, il faudrait vous conduire comme si... Elle était pédagogique, c'était une éducatrice, ancienne enseignante. Donc elle disait, oui, il faudrait vous conduire comme ça, mademoiselle. Il faudrait faire comme ci, il faudrait faire comme ça. Mais en disant ça, elle disait, il faudrait faire comme moi je fais. Hein, comme moi je fais. J'ai un idéal du moi, mademoiselle. Ayez le même idéal du moi que moi, et ça ira très bien. Et ça ira très bien. Donc, si vous voulez, elle se substituait à l'idéal du moi de la patiente. C'est-à-dire qu'elle mettait sa propre compréhension à la place de la compréhension de la jeune fille. Ah, c'est stérile, hein. Il n'y a aucun doute, c'est complètement stérile. Si on travaille comme ça en psychothérapie, beaucoup de gens travaillent comme ça. Hein. Il y a des gens qui disent ben regardez-moi, enfin, le psychothérapeute dit hein, regardez-moi, je vais bien, je suis en super forme, ben, vous pouvez en faire autant. Hein, voilà, vous pouvez en faire autant quand même, c'est pas compliqué. Hein. Ben, c'est ça, quoi. Il y en a qui fonctionnent comme ça, la méthode Coué. Hein. La méthode Coué. Allons quand même. Vous avez tout ce qu'il faut, vous avez un petit peu d'argent, vous êtes en bonne santé, tout ça, vous avez une belle voiture, bon, allez, vous pouvez aller bien. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais sans blague. Hein. Pas sérieux? Donc là, ça veut dire, là, on met son idéal du moi à soi à la place de l'idéal du moi du patient. Mais c'est une tentation, hein, quand même, c'est une tentation permanente. Il faut lutter contre ça. Il faut lutter contre ça. Et Lacan disait, pour lutter contre ça, eh bien, il faut essayer de savoir dans quelle constellation, dans quel univers vit la personne pour lutter contre ça. Dans quel univers, vous savez, c'est ce que je vous ai dessiné tout à l'heure, la longue ligne, hein, la longue ligne moins l'infini plus l'infini. Enfin non, pas plus l'infini, infini, infini, tout simplement, avec ici l'existence. Hein. Et voilà, il faut essayer de comprendre quelle est, si vous voulez, l'influence de cette ligne infinie sur le sujet. Et là, c'est plus la même chose. Il faut dépasser l'idéal du moi
l'approche simpliste de la personne, etc. Il faut le dépasser pour essayer de comprendre dans quelle constellation vit une personne. Parce que vous avez tous un univers, il n'est pas le même que celle de votre voisin ou de votre voisine. Il est différent, l'univers que vous avez, forcément. Et donc, du coup, voilà, vous ne pouvez pas substituer le vôtre au sien. Ça n'est pas possible. Alors, ça paraît comme ça, on se dit que c'est simple, mais non, c'est pas simple de faire ça. Mais enfin, je vous donne un exemple très simple, je vous en ai déjà parlé, l'homme au loup. Vous vous rappelez, je vous ai parlé de l'homme au loup déjà, de Freud, qui était Serge Panquet, qui était un monsieur qui avait été suivi, un jeune homme, suivi très longtemps par Freud, et vous savez qu'il voyait des loups sur un arbre dans les rêves. Hein. Eh bien, Freud est allé beaucoup plus loin avec sa fille, avec lui. Parce que justement, Freud, il n'a pas mis son idéal du moi à la place de l'idéal du moi de Serge Panqueyev. Il lui a dit, mais vous, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce que vous rêvez la nuit? Ah oui, qu'est-ce que c'est que cet arbre, etc. Et puis Freud a tiré des conclusions qui sont peut-être fausses ou vraies, je n'en sais rien, mais enfin, en tout cas, elles sont subtiles. Il lui a dit, mais vous savez, c'est le fracas de l'acte sexuel que vos parents font pendant que vous étiez enfant. Et donc c'est ça qui vous a traumatisé, ce bruit-là, cette idée même que ça arrive. Et donc du coup, eh bien vous avez eu des hallucinations. Hein, vous avez eu des hallucinations oniriques dans les rêves. Et vous avez rêvé de cet arbre avec les loups, etc. Alors les loups qui sont parfaitement silencieux, hein, comme je vous l'avais dit, les loups sont silencieux parce que justement ils viennent éteindre un peu le bruit du fracas sexuel des parents de Serge Panqueyev. Donc vous voyez que Freud, il allait beaucoup plus loin, hein, il perforait, comme dit Lacan, hein, il allait beaucoup plus loin que sa fille, quoi, finalement. Sa fille, elle restait dans un modèle très éducatif, finalement, hein, très éducatif, dans un modèle d'institutrice, quoi. Hein. Vous savez, il est bien de faire comme ça, alors faites comme ça. Moi, j'ai fait comme ça, et vous voyez, j'ai bien réussi, donc faites comme ça aussi. Voilà. Elle se posait un peu en paradigme, en modèle, quoi. Donc c'est pour ça, c'est pas Anna Freud. C'est pas top, quoi. Hein. Bon. Situation parfaitement stérile, je suis dit Lacan. Ah oui, parce que alors son père disait un truc aussi, que son père, Sigmund, disait un truc que Lacan n'approuve pas totalement. Freud disait, notre savoir vient aussi au secours de l'ignorance du sujet. Et il a dit ça, il a dit cette phrase, hein, Freud. Notre savoir vient au secours de l'ignorance du sujet. Donc d'une certaine façon, là, il se posait un peu comme sa fille. Hein, qui disait, là, moi, en tant que psychanalyste, je vais pouvoir vous dire, comblez votre ignorance, quoi. Hein. Donc il se posait un petit peu en termes de professeur, de pédagogue, etc., ce qui n'est pas le rôle du psychanalyste. Et donc Lacan lui répond, à distance bien sûr, parce qu'ils ne sont pas connus. Et Lacan répond, page 79 du bouquin au seuil, mais nous aussi, nous ignorons la constellation symbolique qui gîte l'inconscient du sujet. Constellation structurée et complexe. Voilà, ben, c'est ce que je viens de vous dire, hein. C'est ça, hein. C'est la ligne, c'est ça la constellation symbolique. Donc nous ignorons l'essentiel, c'est ça. Et donc, on ne peut pas avoir un savoir suffisamment constitué, solide, imparable, pour venir combler la supposée ignorance du patient. Puis c'est pas ça notre rôle. Donc Lacan dit qu'à ce sujet-là, erreur de Freud. Erreur de Freud de dire ça. Parce qu'il dit on n'en sait pas plus, hein, nous. Donc... alors il dit le réel, est-ce qu'il résiste absolument à la symbolisation? Oui, on va passer là-dessus parce que je vous en parlerai à plusieurs autres reprises dans ce séminaire. Donc je vais commencer à vous parler un petit peu maintenant des personnages, de ces deux femmes-là. Il ne faut pas trop vous abrutir quand même de trucs théoriques. Enfin, je pense que j'ai été relativement clair, mais moi je l'imagine. Hein. C'est l'illusion que j'ai peut-être. Hein.
peut-être l'illusion d'être clair et que je ne le suis pas, hein, j'en sais rien. Mais vous avez toujours la possibilité de me le dire. Hein. Si vous n'avez pas compris un truc, il faut lever la main. Il faut lever la main. Pour dire, ça, je n'ai pas compris. Vous avez donné des explications nulles. On va expliquer. Moi, je suis d'accord. Ah, oui, 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 bien sûr. C'est pas bon de rester avec des trucs, avec un grand point d'interrogation sur la tête, parce qu'après, la suite devient obscure aussi, reste obscure. Alors qu'on peut tout arriver à parler. Enfin, avec Lacan, tout est déchiffrable, si je puis dire. Hein. C'est parfois difficile, mais c'est tellement rigoureux, Lacan. On est tranquille avec Lacan. Ça, c'est une grande chance. On n'a pas avec tous les auteurs psychanalytiques, je peux vous dire. Hein. Il y en a des auteurs psychanalytiques qui sont complètement bordéliques, qui ont des discours complètement embrouillés, qui ne seraient même pas capables d'expliquer eux-mêmes. Hein. Alors que le discours lacanien a d'une rigueur extrême. Et donc, on se dit que chaque phrase qu'il écrit, même si on ne la comprend pas, elle a un sens précis, qui s'inscrit dans le sens global de ce qu'il dit. Donc c'est rassurant, parce qu'on se dit, si on cherche, je vais mettre beaucoup d'énergie à chercher, je vais peut-être trouver, ça va être difficile, mais si je trouve, je serai tranquille, je serai arrivé sur quelque chose du côté de la vérité. Pas toute la vérité, bien sûr, du côté de la vérité. C'est un peu de vérité. C'est rassurant. Avec Freud, c'est un peu pareil. Mais comme Freud a un discours plus simple, évidemment, on est plus à l'aise quand même. Donc je vais vous parler un petit peu d'Anna Freud et de Mélanie Klein. Voilà, ça termina agréablement ce petit séminaire d'aujourd'hui. Donc on va commencer par Anna Freud. Hein. Donc Anna Freud, elle est née en 1895, oui c'est ça, je ne me trompe pas, en 1895, et elle est décédée en 1982. Donc vous voyez qu'elle est quasiment contemporaine, hein, Anna Freud. Hein. Beaucoup d'entre vous ici auraient pu la rencontrer. Ça fait bizarre de se dire qu'on aurait pu rencontrer la fille de Freud. Hein. Si vous étiez allé en Angleterre, hein, à Londres, où elle vivait, vous auriez pu rencontrer Anna Freud à condition d'avoir vécu enfin d'être vivant hein, en 1982. Bien sûr. Hein. Et donc, elle a eu beaucoup de soucis dans sa vie quand même, parce que, eh bien, elle était très jalouse d'une de ses sœurs, parce que Anna Freud, son obsession, c'était capter l'amour de son père, Sigmund. Et donc, elle était très jalouse d'une de ses sœurs qui s'appelait Sophie, et qui malheureusement est décédée assez rapidement. Je regarde pour les dates, si je trouve. Oui, elle est décédée en 1920. Vous voyez, quand même, elle est décédée 62 ans avant Anna. Hein, et donc, elle était jalouse pour diverses raisons, parce que donc, sa mère, alors il est dit que sa mère aimait beaucoup plus Sophie qu'Anna. Voilà, beaucoup plus. L'amour maternel était beaucoup plus fort de ce côté-là. Il était dit aussi que Anna était moche et que Sophie était très jolie. Ce qui est un peu exagéré quand même. Hein. Enfin, quand elle était vieille, elle était moche, Anna Freud, c'est vrai. Voilà. Mais quand elle était jeune, elle n'était pas si moche que ça. Non, elle était quand même assez agréable. Elle faisait un peu vieille dame. Dès qu'elle est née, elle a fait vieille dame. Mais c'est vrai, hein, elle est toujours avec des petits châles, elle machin, des petits tricots. Elle tricotait tout le temps. Elle passait son temps à tricoter des petits châles, ça, alors elle avait un petit côté vieille dame. Mais bon, voilà. Elle avait quand même du charme, il faut croire, puisque le grand patron de la psychanalyse internationale de l'époque, qui s'appelait Ernest Jones, qui était un drôle de loupard, hein, la courtisait sans arrêt. Sans arrêt, et il l'a draguée. Au point que Freud s'est agacé, quoi. Hein. Freud lui a dit, tu es quasiment, il lui a dit, tu es un vieux, parce qu'il était beaucoup plus vieux qu'Anna. Il était vieux, Ernest Jones. Hein. Il a dit, tu es quand même un vieux dégoûtant, il faudrait quand même que tu t'arrêtes, quoi, de draguer ma fille, quoi. Hein. Ça va pas, ça. Et puis à sa fille, il lui a dit, je retrouve la phrase,
Ah oui, c'est ça. Il a dit à sa fille, il ne faut pas que tu t'engages dans une aventure sans lendemain avec un vieux célibataire rusé. Hein. Avec un vieux célibataire rusé. Ernest Jones a été habillé pour l'hiver, Ernest. Hein. Et de l'autre côté, il disait à Ernest, Ernest, ne touche pas à ma fille, hein, parce que tu es un vieux dégoûtant. Et il disait ça, hein, un vieux dégoûtant, pervers. Et donc, tu n'approches pas Anna. Alors, il n'osait plus approcher Anna et Ernest. Et donc, du coup, Freud est mort, et 40 ans après sa première déclaration, il lui a fait sa deuxième déclaration à Anna. Comme quoi, il l'aimait quand même. On peut reconnaître qu'il l'aimait, hein, puisqu'il lui a dit vous savez, je vous aime depuis toujours, ma chère Anna. Alors, Anna, elle s'en foutait complètement. Mais, parce qu'Anna, elle aimait une dame qui s'appelait Dorothée Burlingham. Dorothée Burlingham, je vous la cite parce que c'est quand même un personnage assez important. Burlingham. Dorothée, hein, Dorothée en anglais, D-H-Y, Dorothée Burlingham. Et en fait, c'était sa compagne. Après, est-ce que ça veut dire qu'elle était catégoriquement homosexuelle? Moi, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je n'étais pas dans le slip de Nana Freud. Hein. C'est vrai. Non, je vous dis ça parce que sur Internet, on voit tout un tas de gens qui vous disent oui, Nana Freud était homosexuel. On ne sait pas d'où il sort ça, mais il n'y a aucun problème. Hein. Dont Onfray, d'ailleurs, dans Michel Onfray, qui n'est pas à sa frère, hein. Il était homosexuel, c'est certain. Donc lui, il était dans la culotte de Nana Freud, il savait. Donc, mais moi, comme j'y étais pas, j'en suis pas sûr. Hein. Je suis pas certain. Donc, ceci dit, elle avait effectivement. Elle avait un lien extrêmement fort avec Dorothée Burlingham, et ce lien a duré très très longtemps, jusqu'à que Dorothée décède. Elle est décédée avant Anna. Hein. Et au point même que Anna Freud s'est occupée des enfants de Dorothée. Non seulement elle les a soignés, mais s'en est occupée totalement. C'est qu'elle était dévouée par rapport à ça. Petite anecdote en passant. Dorothée Burlingham était la fille de Monsieur Tiffany. Vous connaissez ça? Non? Tiffany, c'est le plus grand joaillier du monde américain. C'est une énorme entreprise de bijoux, etc., qui a ses magasins sur les Champs-Élysées, sur la 5e avenue, dans les endroits les plus luxueux du monde. Hein. Et donc, elle était la fille de Tiffany, de Monsieur Tiffany, donc elle était extrêmement riche. Ceci dit, Tiffany a été rachetée il n'y a pas très longtemps par un Français. C'est étonnant, hein. Bernard Arnault, vous savez, celui qui possède Louis Vuitton, et qui est riche, qui est l'homme le deuxième fortune du monde, Bernard Arnault. Il a racheté Tiffany, quand même, il faut le faire, hein, pour 16 milliards d'euros. Cash, payé cash. Ah oui, il sortait. Ah oui, Bernard Arnault, il ne fait pas de crédit, hein. Il ne dit pas je vais faire un crédit parce que c'est 16 milliards, c'est quand même beaucoup. Non, je les ai, les 16 milliards, aucun problème. Voilà, j'achète Tiffany. Donc, j'ai acheté Tiffany. Enfin voilà, donc ça, vous voyez, il y a un petit lien entre Bernard Arnault et Dorothée et Anna Freud. Hein. Voilà. Et donc, alors ça a été intéressant parce que Dorothée Burlingham, avec tout son pognon, elle a pu aider Anna Freud à faire une école qu'on appelait la Hampstead Clinic pour enfants un peu déshérités et un peu paumés. Hampstead, il y a tout un tas de trucs, clinique. Hampstead Clinic. Qu'est-ce que c'est que Hampstead? Hampstead, c'est un quartier de Londres. C'est un quartier luxueux de Londres. Hein. Et la maison de Freud, à Londres, elle était dans le quartier de Hampstead. Et comment il a réussi à attraper une maison aussi luxueuse dans ce quartier aussi cher, même à l'époque, hein. Maintenant, c'est totalement inabordable, c'est pour les milliardaires. Mais à l'époque, c'était déjà très cher. Eh bien, parce qu'en fait, il y a eu Dorothée Burlingham, bien sûr, mais il y a eu aussi, surtout, Marie Bonaparte. Hein, Marie Bonaparte, qui a été une grande amie de Freud, très proche de Freud, qui le couvait littéralement, hein, et qui avait une fortune colossale, Marie Bonaparte. Elle l'avait d'elle-même, du fait qu'elle était l'arrière-petite-nièce de Napoléon Ier, elle avait hérité, etc. Elle était très très riche. Et elle était très riche du fait d'avoir épousé aussi le roi des Grecs. Hein, donc elle était reine de Grèce, Marie Bonaparte. Elle était princesse et reine de Grèce. Et donc, par alliance, quoi.
Parce que je ne sais pas si elle avait le titre officiel de reine de Grèce, c'est pas sûr. Hein. En tout cas, elle était la première dame de Grèce, en tout cas, hein, à côté de son roi. Et comme je vous l'avais déjà dit la dernière fois, comme son roi de Grèce, lui ne s'occupait que des petits garçons parce qu'il était pédophile, elle avait tout le temps qu'elle voulait pour s'occuper de la psychanalyse de Sigmund Freud et tout ça. Hein. Et donc, elle a donné énormément d'argent, et donc elle a pu aussi abonder la petite clinique, parce que ça coûtait cher, hein. Et puis la maison de Londres. La maison de Londres, c'est elle qui l'a achetée. Freud n'avait pas du tout les moyens d'acheter cette maison. Un jour, si vous allez à Londres, allez visiter cette maison, c'est magnifique. Hein. Toutes les affaires de Freud sont là. À Vienne, il n'y a plus rien. À Vienne, il n'y a plus rien, parce que tout a été... En 1938, quand Freud est parti, il a fait tout transporter en Angleterre, à Londres. L'adresse, je vais vous donner l'adresse, hein. Maryfield Garden. Les champs de Maryfield Garden. Maryfield Garden, c'est l'adresse. C'est au cœur de Londres, c'est dans le quartier des plus huppés de Londres. La maison est superbe, c'est une maison victorienne avec des beaux rideaux, etc., à plusieurs étages, c'est somptueux. Il y a même un ascenseur à l'intérieur qu'on ne voit pas. Ça se visite. Qui était pour Freud. Pardon. Ça se visite. Est-ce que la maison de Freud se visite à Londres? Absolument, depuis 1986. Parce qu'en fait, Anna Freud y a vécu après la mort de son père jusqu'en 1982, puisqu'elle est morte en 1982. Donc là, du coup, elle avait fait en sorte que la maison ne soit pas rachetée par quelqu'un d'autre, mais qu'elle devienne un musée. Et maintenant, c'est un musée extrêmement visité. Hein. Moi, je l'ai visité 2 fois, et à chaque fois, il y a un monde fou, quoi. C'est difficile même d'y accéder. Hein. Et c'est très, très protégé. Hein. Moi, j'ai voulu m'asseoir pas sur le divan de Freud, mais dans son fauteuil. J'ai failli me faire casser la gueule. Hein. Parce que en fait, j'avais pas vu qu'il y avait des caméras partout et des vigiles dans tous les sens. Et dès que j'ai fait mine de m'approcher du fauteuil de Freud, il y a 3 malabars qui sont arrivés, qui m'ont attrapé, hein, et qui m'ont dit que j'étais un grossier personnage, etc., et que j'avais rien à faire là. Enfin, je suis resté quand même. Hein. Mais après, alors, on n'a pas le droit de prendre des photos non plus. Hein. Si vous prenez des photos, c'est immédiat, les vigiles arrivent, etc. C'est surprotégé. Mais pour autant, c'est intéressant parce que la maison est magnifique. Elle est émouvante parce que c'est là qu'a vécu Freud quand même pendant un certain temps, sa fille, etc. La femme de Freud, Martha Bernet, la belle-sœur de Freud, Nina Bernet, etc. Tous ces gens-là ont vécu là, donc il y a un peu d'émotion quand même. Il y a toutes les affaires de Freud. Il y a son divan, il y a toutes ses statuettes, il y a tous ses livres, il y a même ses lunettes qui sont posées sur le bureau. C'est vraies lunettes. Hein. Il y a une lettre qu'il n'a pas finie, qu'il a sur son bureau avec ses stylos et tout ça, qui sont là. Parce qu'il n'a rien laissé à Vienne. Quand il est parti de Vienne à Paris, il a tout embarqué. Il a tout embarqué. Alors il y a de sombres histoires à propos de ça. Je ne vais pas épiloguer, mais c'est que, en fait, quand il est parti, Ernest Jones, toujours le Ernest, hein, prétendant de Anna, prétendant et conduit de Anna, avait fait une liste des gens qui devraient partir de Vienne à Paris, parce que ça sentait le roussi, quoi. Hein. Ah oui, oui. C'était limite que Freud parte dans les camps de concentration, hein, et se fasse brûler dans des chambres à gaz. Alors c'était très limite. Hein. Donc il fallait partir en urgence. Il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait payer ça, c'était toujours Marie Bonaparte. Donc c'est elle, avec ses millions et ses milliards, qui a organisé toute la... Et Freud, et Ernest Jones a fait une liste avec tous ceux qui allaient partir. Il y avait quand même 25 personnes, je crois, 25 personnes, plus tous leurs biens. Donc c'était pas rien quand même comme déménagement. Hein. À l'époque, hein, avec des trains assez pouilleux quand même, hein. Il fallait traverser la Manche et tout ça, enfin, c'était pas simple du tout, il n'y avait pas d'avion, enfin, c'était compliqué comme tout. Et donc, oui c'est ça, ça a été entièrement payé, quoi. Et donc, du coup, cette brave princesse, Marie Bonaparte, elle a acheté la maison. Parce que Freud ne pouvait pas l'acheter. Hein. Alors, dans la liste là, dont je vous parle, il y a une anomalie que beaucoup de gens critiquent encore, hein, dont Freud d'ailleurs, hein, parce que il avait 5 sœurs, Freud, 5 sœurs, des plus jeunes que lui. Et ces 5 sœurs, non, je pense qu'il y avait une qui était plus âgée que lui.
qui s'appelait Anna d'ailleurs aussi. Et 4 de ses sœurs n'ont pas été mises sur la liste. Ça a posé un gros problème, ça. Ça en pose toujours un gros d'ailleurs. Hein. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été mises sur la liste? Parce que ne pas les mettre sur la liste, ça voulait dire qu'elles allaient mourir, obligatoirement. C'est ce qui s'est produit d'ailleurs. C'est ce qui s'est produit. Elles sont mortes dans les camps de Treblinka, Solidor, je ne sais plus lesquels, etc. Il y en a même une, je crois que c'est Paulina, je crois, c'est une qui s'appelle Paulina, qui est arrivée par les trains, vous savez, qui lançaient, qui jetaient ces pauvres malheureux sur les quais, là, où ils se faisaient bouffer par les chiens avant d'être gazés. Et elle s'est présentée, qu'est-ce qu'elle pouvait faire d'autre? Elle s'est présentée au chef SS de Treblinka qui s'appelait Kurt, et elle lui a dit timidement, vous savez monsieur, je suis une sœur de Sigmund Freud, j'ai un peu de culture, donc je pourrais vous être utile pour faire du secrétariat, etc. Juste comme ça, je parle plusieurs langues, peut-être ça serait bien pour vous. Et donc, le Kurt lui a répondu, très pervers, oh mais oui, tout à fait, bien sûr, pas de problème, etc. On va vous arranger ça. Je vais même faire beaucoup mieux. Je vais vous renvoyer à Vienne. Hein, pas de problème. On va simplement vous enlever vos vêtements, là, maintenant, hein, et vous donner un savon pour que vous alliez à la douche, mais après, je vous promets que je vous rends un billet et vous rentrerez à Vienne, parce que je reçois tout à fait votre demande. Sauf que le déshabillage et puis la douche, c'était les gaz. Donc elle est morte, tout simplement, quoi. Elle a été grugée, quoi. Mais elle a tenté ça, donc c'est pathétique quand même, hein. C'est triste, quoi. Savoir qu'elle a essayé de se sauver comme elle a pu, comme ça. Et ça n'a pas fonctionné. Donc ces 4 sœurs, elles sont parties enfumées dans les fours crématoires des nazis, et Freud ne l'a pas su. Hein, il n'a pas su, puisqu'il est mort en 1938. Non, 39. Donc elles n'étaient pas mortes, puisqu'elles sont mortes en 1942 et 1943. Donc il n'a pas su. Simplement, il disait, je me fais du souci pour mes sœurs. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'étaient pas sur la liste? Voilà, c'est ça. C'est ça qui reste un petit peu en suspens, quoi, quand même, comme interrogation. Pourquoi est-ce qu'ils n'étaient pas dans la liste des gens à sauver? Parce que je pense que ce n'était pas infaisable. Pour Marie Bonaparte avait tellement d'argent que de rajouter 4 personnes. Alors il y a des gens qui disent que c'est parce qu'elles ne voulaient pas venir. On peut en douter, hein, parce que l'ambiance n'était pas folichonne à ce moment-là à Vienne, hein. Ni en Hongrie d'ailleurs, parce que c'était encore l'Empire austro-hongrois. L'antisémitisme était extrêmement violent, les nazis étaient déjà presque là, voire carrément là. Anna s'est fait arrêter, hein. Anna, la fille, s'est fait arrêter une fois, elle est allée à la commandanture, et c'est tout juste si elle n'est pas partie en camp de concentration. C'est tout juste. C'est parce qu'il y a eu une intervention quand même assez extraordinaire, devinez de qui, et pas des moindres, de Roosevelt, le président des États-Unis, lui-même, qui est intervenu, et qui a dit aux Allemands, si vous touchez à un seul cheveu de la tête de Freud et de sa famille, vous le paierez, très cher. Les Allemands, bon, ils se sont un tout petit peu méfiés quand même. Pas tant que ça, parce qu'ils avaient un certain mépris pour les Américains à cette époque-là. Après, ils ont changé d'avis, hein. Mais, ils se sont un petit peu méfiés quand même de cette parole de Roosevelt. J'ai une Et question. donc du coup, ils l'ont laissé partir, sans lui demander un maximum de pognon, hein. Évidemment, Freud ne l'avait pas, c'est encore Marie Bonaparte qui a payé. Une espèce de rançon, quoi, hein. Les Allemands lui ont dit, oui, vous pouvez partir, d'accord, mais il faut nous donner tant de millions de marques, je sais pas quoi, pour qu'elle ait la monnaie, sans doute de marques. Et donc, elle a donné. Et ils ont réussi à partir pour l'Angleterre. Ils sont arrivés en Angleterre en 1938, à la grande déconvenue, à la grande tristesse de Mélanie Klein, qui n'était pas du tout contente, parce que Mélanie Klein était là depuis beaucoup plus longtemps. Mélanie Klein était là depuis 1926. Donc elle a dit, elle est arrivée des Freud, elle a dit, oh là là, qu'est-ce qu'ils vont faire chier, ceux-là. Les Viennois qui arrivent, là, alors que moi j'ai réussi à proposer mes théories, etc. Ils vont venir, ils vont arriver avec les leurs. Et puis effectivement, ça a frité, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça a frité sec. Donc, elle a construit sa clinique avec tout ça, son Amstead, puis cette belle maison là, magnifique.
Donc allez la visiter si vous pouvez, ouais, c'est ça, c'est facile, on y va en métro, hein, genre, en métro, vous partez de n'importe quel coin de Londres, vous êtes en 5 minutes à Hampstead, à 20 Maryfield Garden, hein, et puis il y a un petit droit d'entrée mais qui n'est pas cher, hein, voilà, vous pouvez acheter des cartes postales, mais ne prenez pas de photos surtout, et ne vous allongez pas sur le divan, parce qu'il vous encuira, vous encuirez. Donc, mais ça vaut le coup d'y aller parce qu'il y a des belles choses à voir. On voit qu'il avait une bibliothèque colossale. Freud avait une culture monumentale, comme Lacan d'ailleurs. Il avait une bibliothèque colossale. Et il avait quand même, je ne sais plus combien, 2000 statuettes antiques. Hein. 2000 statuettes antiques. Elles sont là, tout est là quoi. Et le divan est très beau. Le divan est très beau, c'est des draperies très précieuses. Enfin, c'est très très beau. Donc, alors Anna Freud, elle a été, bon, on dit qu'elle a été comblée d'honneur, mais c'est vrai, elle a été comblée d'honneur, parce qu'elle était la fille de Freud, elle avait quand même construit ses écoles, elle avait aussi soigné des gens, même si on n'est pas d'accord avec sa manière de faire. Elle avait fait quand même beaucoup de choses. C'est elle qui était à l'origine, donc la question que vous avez posée, c'est elle qui est à l'origine du muséum Freud, du Freud Museum de Londres. J'ai une autre C'est question, elle. s'il vous plaît. Pardon? Freud et sa famille, ils ont été en camp de concentration à cause de qu'ils étaient juifs ou qu'ils pratiquaient la psychanalyse? Les deux. Les deux. Oui, pour les Allemands, la psychanalyse freudienne, c'était intolérable. C'était vraiment la dégénérescence la plus totale pour eux. Et en plus, la famille Freud était juive, effectivement. Oui. Donc pour eux, c'était une double raison de les brûler. C'est ce qu'ils ont fait pour 4 sur 6 quand même. C'est pas mal, hein? 4 sur 6. Donc, il y en a une qui n'a pas brûlé, enfin Sigmund évidemment n'a pas brûlé puisqu'il est parti en Angleterre, juste à temps. Et puis une autre qui s'est mariée avec un Américain, la sœur aînée, s'est mariée avec un Américain, donc elle a émigré aux États-Unis, donc elle a été sauvée. Voilà. C'est les deux qui ont été sauvés. Mais les 4 autres, c'est terminé. Hein. Et donc Anna Freud, elle a dit ceci, parce que la psychanalyse du temps de Freud était déjà attaquée. Elle l'est en ce moment. Elle est très attaquée en ce moment. On se demande pourquoi d'ailleurs, parce que bon, de l'époque de Freud, elle était déjà. Et donc Anna Freud dit ceci: prédire la mort de la psychanalyse est peut-être à la mode. On pourrait dire ça aujourd'hui. Hein. On pourrait dire exactement la même chose. Hein. Prédire la mort de la psychanalyse est peut-être à la mode. La seule réponse intelligente que je puisse faire est celle que fit Mark Twain, le bien connu Mark Twain, hein, quand un journal annonça par erreur la nouvelle de sa mort, la mort de Mark Twain. Hein. Et Mark Twain, il avait répondu ceci: les nouvelles de ma mort sont très exagérées. Parce qu'il n'était pas mort du tout. Les nouvelles de ma mort sont très exagérées. Et ce à quoi Anna Freud avait rajouté: à bien des égards, c'est quand on l'attaque le plus que la psychanalyse se porte le mieux. Et c'est pas faux, hein, ça, c'est pas faux. À chaque fois qu'elle a été vilipendée, attaquée, moquée, raillée, etc., ça l'a toujours renforcée finalement. Hein. Donc là-dessus, elle avait quand même eu une certaine lucidité. Voilà. Donc elle a pratiqué la psychanalyse dans cette merveilleuse demeure du 20 Maryfield Garden pendant très longtemps. Elle y a vécu seule et avec Dorothée. Hein. Alors elle tricotait toutes les deux. Hein. Et puis alors quand elle tricotait pas, elle faisait des psychanalyses. Mais elle faisait des psychanalyses en tricotant aussi. Hein. Donc vous voyez, ça ne s'arrêtait jamais. Ça ne s'arrêtait jamais. Et donc, alors, évidemment, elle a eu un rôle un peu ingrat parce qu'elle a été longtemps quand même, non seulement la fille de son père, la préférée de son père, ce qui n'est pas toujours facile, mais aussi l'infirmière de son père. Ce qui n'était pas simple du tout parce que le pauvre Sigmund Freud, depuis des dizaines d'années, avait un cancer de la mâchoire, comme tout le monde le sait, hein, mais un cancer de la mâchoire extrêmement méchant, hein, sans aucun traitement à l'époque. Hein. Et donc sa mâchoire pourrissait littéralement sur lui, ça lui occasionnait des souffrances énormes, et puis comme sa mâchoire se détruisait, il n'avait plus de mâchoire intérieure. Donc il fallait qu'il mette une espèce d'attirail en ferraille qui avait été fabriqué par un maréchal Ferrand.
faut le dire quand même, hein, c'était pas des chirurgiens ou des orthopédistes de l'époque sophistiqués qui avaient fabriqué ça, non, c'était un maréchal Ferrand. Donc il fallait qu'il se mette ça pour remplacer la mâchoire et donc à l'intérieur de sa bouche. Donc il poussait des hurlements atroces parce que la douleur était insoutenable, quoi. Il appelait ça son monstre, cette espèce de dentition là, cette espèce d'appareil en grosse ferraille mal dégrossi. Et donc c'est Anna qui s'occupait de faire ça, hein. C'est Anna qui lui mettait ce truc là dans la bouche, quoi. Et donc elle a eu un rôle un peu difficile quand même, mais un rôle qu'elle voulait bien. Elle aimait son père, on ne peut pas dire le contraire, hein. Vous pouvez voir sur YouTube, hein, beaucoup de vidéos de Freud à Londres, hein. Vous pouvez marquer vidéo de Freud dans YouTube sur Freud et vous allez le voir se baladant dans le jardin de Londres, souvent allongé parce qu'il est déjà très malade, on le voit souvent allongé, hein. On voit souvent d'ailleurs que quand il parle, sa mâchoire part dans tous les sens, hein. Et je vous l'avais déjà raconté, hein, quand il appelait son chien ne venait pas parce qu'il avait un petit chien qu'il adorait, hein. On le voit d'ailleurs sur les vidéos caresser ce chien-là. Son chien ne venait pas parce que la mâchoire sentait tellement mauvais que le chien ne voulait pas venir. Donc c'était quand même assez tristounet pour ce pauvre Sigmund. Et donc quand Sigmund est mort, eh bien voilà, elle s'est retrouvée seule dans cette grande maison. Elle en a pris le deuxième étage et elle s'est installée un petit cabinet assez modeste, hein. On voit des photos de son cabinet, hein. C'est facile à trouver sur Google. On voit des photos d'un modeste divan, d'un modeste cabinet, etc. Voilà, elle ne faisait pas de vagues, hein, Anna Freud, même si elle était couverte d'honneur, comme vous le disiez tout à l'heure, hein. Et donc aujourd'hui, vous voyez que je ne vous ai pas parlé de tellement de choses finalement, je vais arrêter là, mais je vous ai quand même parlé d'Anna Freud. Alors je voulais vous parler aussi de Mélanie Klein, mais ce sera pour la prochaine fois, puisque de toute façon, dans le chapitre suivant, Lacan revient longuement sur Mélanie Klein. Donc je vais en parler la prochaine fois. Voilà, donc il y a